Alors, oui, mais avec, à plusieurs visages. C'est-à-dire que là aussi, ça dépend de la conception de l'espace public dans chaque État-nation. Heu, Par exemple, aux États-Unis ou encore au Québec ou encore en Allemagne et en France, on a là, différentes conceptions de l'espace public. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, notre conception de l'espace public, héritée notamment des 8 guerres de religion, au XVIe siècle, je repense au superbe ouvrage, Les guerriers de Dieu, où au fond, la France va être divisée, comme le dit Montaigne à la fin, il ne faut pas laisser la paix civile et sociale dans les mains des ministres du culte parce que ça aboutit à la mort et l'extermination. Et de fait là, nous, on est marqués par cette histoire parce que pendant 5 générations, on va commettre des violences barbarissimes, pour reprendre Montaigne. Et ces violences-là, dans l'espace public en France, elles sont toujours présentes. J'avais fait une étude des manuels scolaires et j'avais étudié en collège des manuels scolaires en France et en Allemagne. Ce qui était très intéressant, c'était de voir à quel terme était associé religion. En France, religion est associée à guerre de religion. Point. Là, je parle dans les années 90-2000. Et en Allemagne, religion est associée à paix, spiritualité et guerre en troisième lieu. Ce qui est intéressant, ça veut dire que à chaque fois que, enfin, le petit Français qui grandit dans l'école de la République, il va avoir une représentation de la religion dans l'espace public qu'il associe à passion, violence, guerre. Car nous venons de cette histoire. En revanche, en Allemagne, religion est associée à discussion, débat, approfondissement intellectuel. Je pense aux Lumières pieuses, les Lumières pieuses françaises, enfin allemandes, pardon, Kant ou Hegel, et de l'autre côté, les Lumières vraiment anticléricales, les Lumières françaises. Et là, vraiment, ce qui est en jeu, à mon avis aussi, c'est la conception de cet espace public, même si le point commun, c'est bien cette post-sécularisation, c'est-à-dire que la religion, parce qu'on peut se risquer à une définition, puisque voilà, on est là pour ça, entre autres, je On pense. essaye, en tout Quand même, cas. on essaye, Voilà. on peut faire Et cette nous sommes en proposition. direct, hein, je le Et, précise. bon, c'est de dire que la post-sécularisation, c'est après la sécularisation. Donc la sécularisation, c'est de dire la religion n'est plus structurante, elle est culturelle et relève des individus. Donc post-sécularisation, ça veut dire qu'on est toujours dans cette société sécularisée, mais où la quête de sens et la construction identitaire des individus les ramènent d'abord et avant tout en direction des dispositifs spirituels. Pourquoi ? Parce que donc ça, c'est le propre de cette société post-sécularisée, c'est que les grandes figures tutélaires de la construction identitaire ont toutes échoué. Je pense à ce que j'appelle les 7 P en direction de mes étudiants, c'est-à-dire le père, le professeur, le prêtre, pasteur, pope, le patron, la patrie, le parti et le prince. Tout ça Et est très masculin, Olivier Bobineau. bien Au sûr, passage, ce sont hein. des figures tutélaires de Voilà. l'autorité. Patriarcales, donc. Et donc patriarcales. Et celle qui récapitule d'ailleurs l'ensemble de ces 7 P, c'est le pape, qui était les 7 à la fois. Eh bien, ces 8 figures de l'autorité sont remises en cause dans les années 70-80 et laissent les individus finalement face à eux-mêmes, face à une construction identitaire où ils vont piocher, braconner, aurait dit Michel de Certeau, bricoler, aurait dit Lévi-Strauss, et vont bricoler d'un point de vue axiologique, construction des valeurs, vont les bricoler dans les dispositifs présentés par le marché spirituel, c'est-à-dire le bouddhisme, les philosophies orientales, hindouistes, les différentes sensibilités de l'islam, mais encore aussi les groupes charismatiques et les pentecôtistes, par exemple, et entre autres. Alors, je vous repose à nouveau, mais sous un angle différent, la question qui me travaille et que je vous ai déjà posée 2 fois. Est-ce que vous pensez, encore une fois, s'il est possible d'y répondre, que ces évolutions que vous venez de décrire et que vous diagnostiquez comme étant finalement très dynamiques dans les pays de l'hémisphère nord ou disons de l'Europe et de ses extensions, sont là aussi annonciatrices d'évolutions qui seraient à l'œuvre dans l'ensemble des sociétés de l'ensemble du monde ou dans l'ensemble de la société mondiale? Je vous pose cette question pourquoi, et j'y reviens pourquoi, parce que je suis évidemment très sensible au fait que on est quand même, me semble-t-il, un peu engoncé dans une représentation construite à dessein ou involontairement depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, où dans un certain nombre de pays, justement, le religieux ne serait pas seulement l'affaire des individus, mais on aurait toujours affaire à la religion en tant qu'elle structure l'ensemble de la société, le pouvoir politique, et que donc il y aurait finalement un espèce de débat au XXIe siècle, voire de confrontation entre désert culturel où on essaierait de faire en sorte que
la société soit soumise à la religion, et au contraire des aires culturelles où on continuerait, vaille que vaille, à avoir une autonomie du social par rapport aux religieux. Or, si je vous entends bien, vous dites que le post-sécularisation, contrairement à certaines apparences, ne va pas à l'encontre de l'autonomie sociale par rapport aux religieux. D'où ma question, est-ce que ça vaut aussi pour l'ensemble des sociétés mondiales et pas seulement celles des pays dits du Nord? Frédéric Dejean. Mais on peut observer quand même une certaine dynamique dans les. Alors, le problème, c'est que quand on utilise des catégories comme sécularisation ou post-sécularisation, terme qui était proposé à la suite des derniers travaux de Jürgen Habermas et notamment de ses échanges avec l'ancien pape Benoît XVI, c'est qu'on est dans une conception une conception qui vient de l'Europe, de la sécularisation, et ensuite une conception finalement une définition assez normative de ce qu'était la sécularisation, et que la sécularisation fonctionnerait pour tous les pays, qui finalement, l'horizon de ces pays serait de devenir eux-mêmes sécularisés, c'est-à-dire des États modernes, démocratiques, ouverts au marché. Il peut y avoir sécularisation sans démocratie, ceci étant. Il peut y avoir ça existe. Ça existe, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même des dynamiques qui certes se ressemblent, mais il y a quand même des choses qui sont assez différentes quand on regarde du côté des pays du Sud. Et il me semble notamment que dans un certain nombre de pays, les organisations religieuses viennent pallier des difficultés ou un certain nombre de dysfonctionnements liés au mal-développement ou au sous-développement. Liés au mal-développement de l'État. On le voit par exemple très bien, encore une fois, dans l'exemple nigérian, est très net de ce point de vue-là, où les organisations religieuses, et c'est ce qu'ont très bien compris les pentecôtistes, prennent en charge un certain nombre de secteurs qui autrefois étaient des prérogatives des États en train de se structurer. Alors, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup dans cette conversation que nous avons depuis bientôt 50 minutes, c'est que ni l'un ni l'autre, Frédéric Dejean et Olivier Bobineau, vous n'avez éprouvé le besoin ou l'envie de présenter le monde à travers ce qu'on pourrait appeler sa démographie religieuse. Alors moi je trouve ça très très intéressant parce que précisément un certain nombre de travaux ont montré combien les cartes qui nous disent en vert voilà les pays majoritairement musulmans, en bleu voilà les pays chrétiens, etc. sont en fait des cartes extrêmement biaisées et qui induisent finalement une représentation assez inexacte de la réalité. Est-ce que c'est pour cette raison que ça ne vous est pas venu depuis le début de notre conversation d'évoquer les choses ainsi, ou est-ce que c'est parce que vous êtes vous aussi des adeptes de ce que Bertrand Badi avec d'autres appelaient la déterritorialisation du religieux pour caractériser la religiosité du XXIe siècle? Est-ce que c'est parce que vous pensez que le rôle de l'émigration est absolument fondamental pour comprendre le religieux aujourd'hui? Ça fait beaucoup de questions en une, mais Olivier Bobineau. Oui, alors il y a certes le rôle de la déterritorialisation, mais qui prend, je pense, appui sur un processus plus fondamental et plus universel, qui est aussi la dématérialisation, notamment des relations sociales. C'est-à-dire le fait de passer aujourd'hui par des instruments. Je reviens sur mon petit village tout à l'heure, où on tue une fois par mois le canard. Dans le fin fond de la Chine. Au fin fond de la Chine, mais vraiment au fin fond, puisqu'il a fallu grimper à la fin, on ne pouvait plus utiliser la Jeep. Il y avait des téléphones portables. Donc ça paraît complètement incroyable. Oui, mais vous voulez pas dire, Olivier Bobineau, que l'ensemble des évolutions, excusez-moi, je vous coupe, oui, mais l'ensemble des évolutions sociales que vous venez de nous expliquer, encore une fois, tout au cours de cette conversation, date du téléphone portable. Non, je veux dire par là que le fait qu'aujourd'hui, le fait religieux, dans des sociétés qui sont plus ou moins en voie de sécularisation, en tous les cas, qui découvrent le processus très important, majeur aujourd'hui, d'individualisation, eh bien, est favorisée et renforcée, cette individualisation, par le média, par la technologie, par le numérique, par le fait d'avoir accès au fin fond de la Chine ou au fin fond de l'Afrique, à un moment donné, à un autre dispositif de sens que l'institution locale, que la paroisse locale, que le culte des ancêtres ici, que le culte de la nature là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire aujourd'hui à un marché mondialisé, et d'ailleurs ça pose beaucoup de problèmes en Chine, puisqu'il s'agit quand même de freiner l'ensemble d'accès à 1,5 milliard de personnes à peu près, à ces nouveaux moyens. À peu près, hein. À peu près, voilà. À peu près, après, voilà, la démographie chinoise
est assez compliqué pour le moins. Non, quand on voit ce qui s'est passé lors de la révolution arabe, quand on voit l'importance... Là, vous parlez des printemps arabes. Oui, bien sûr. De 2011-2012. Quand on voit comment ça s'est monté, alors ça ne veut pas dire, et je repense là aux discussions qu'on avait pu avoir avec Martial Gauchet, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des résistances. Mais sans aucun doute, ces technologies, ces nouvelles formes de communication favorisent l'individualisation, favorisent le bricolage et le braconnage des valeurs. Et de ce point de vue-là, en même temps, il y a des forces de résistance, et je pense notamment à une anthropologie communautaire qui rencontre et qui est en tension avec cette anthropologie individualisante. Frédéric Dejean, donc sur cette question, déterritorialisation des religions, importance ou non de l'immigration, est-ce que vous êtes d'accord? Là, je cite, c'est Marie-Françoise Durand qui, dans la classe de la mondialisation presse de Sciences Po, dit « Le recensement statistique des religions et des croyants est illusoire ?» Par rapport à ces 3 points sur lesquels vient de C'est vrai que s'exprimer pour les Olivier Bobineau. géographes des religions et du côté anglophone, en géographie, il y a quand même des travaux très intéressants qui ont été conduits. C'est que le terme de déterritorialisation, il ne faut pas le laisser seul. Il faut le penser déterritorialisation et reterritorialisation parce que il y a eu un moment donné, on le voit très bien avec les premiers travaux qui ont été conduits sur le rôle des religions sur Internet, où il y avait cette idée qu'il y allait avoir des communautés virtuelles qui allaient exister et finalement l'espace ou le territoire physique deviendrait totalement illusoire ou obsolète. Et en fait, on se rend compte que certes, Internet a une fonction, mais il permet de reterritorialiser un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce mouvement de local global qui forme le glocal, qui agit. Et ça me semble, de ce point de vue-là, extrêmement important. Et sur le rôle de la migration, alors évidemment, c'est vrai que sur ces questions de migration, ce qui est extrêmement intéressant et d'ailleurs, le pentecôtisme l'illustre parfaitement, c'est que, je vais prendre un exemple, c'est que vous avez une église pentecôtiste à Montréal qui s'appelle la Christ Embassy, qui est une église nigériane, qui est une église transnationale, et lorsque vous suivez un culte le dimanche matin, à un moment donné, le culte s'arrête et on suit en direct sur Internet les enseignements du pasteur fondateur qui est situé à Lagos. Ça veut dire qu'à un instant T, partout dans le monde, les gens vont suivre le même enseignement, le même message. Donc la déterritorialisation ne signifie pas qu'il n'y a plus d'attache territoriale, mais en fait que c'est plutôt du transfrontiérisme. Et je dirais même au contraire, c'est qu'il y a une réactualisation et un renouvellement des attaches territoriales. It was good for Mom and Pop. It was good for Mom and Papa. I said it's good enough for me. Won't you give me that? L'émission touche à son terme. Olivier Bobineau et Frédéric Dejean, merci beaucoup pour vos précieux éclairages. On se quitte avec Jerry Lee Lewis, All Time Religion. Alors Olivier Bobineau, Frédéric Dejean, je précise que les références de vos publications ainsi que les liens vers vos blogs, car vous en avez et l'un et l'autre, sont en ligne sur le site de Planète Terre sur France Culture. It's good enough for me. Well, it was good for all the kinfolk. Yeah, for all the kinfolk. It was good for... C'était donc quel espace pour la religion au XXIe siècle. Alors bien entendu, nous n'avons pas forcément parlé du monde entier. C'était sans doute un peu une gageure. Cette émission était en partenariat avec les cahiers de Sciences et Vie. Mais nous avons cherché à pister, on va dire, les tendances peut-être les plus actuelles. Alors Luc-Jean Reynaud, Renan Mahé et Catherine Madion nous ont accompagnés en régie. L'émission est en ligne 3 ans et en podcast 1000 jours. Merci beaucoup de votre attention et c'est avec plaisir que je lirai et répondrai à vos commentaires sur mes pages planétaires de France Culture, Facebook et sur Twitter. Mercredi prochain, 25 décembre, nous évoquerons l'Arctique, Patrie dit-on du Père Noël, mais nous le ferons avec Jean-Louis Etienne, Philippe Vasset et Thierry Garcin.